J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Bienvenue pour cette deuxième partie de l'émission Twitch sur les actus crypto en général. Je vais vous parler des meme coins et compagnie. Voilà, ça fait beaucoup de bruit, mais aussi beaucoup d'argent depuis le début de l'année. Et ça m'a amené à une réflexion, à me demander, est-ce que les humains sont-ils des dégènes par nature? La réponse est oui. Je vais vous développer ça par la suite. Également quelque chose, je pense, qui va vous intéresser, c'est quelque chose d'essentiel même, c'est essayer de se situer dans le cycle. Où est-ce qu'on en est? Et donc, j'ai fait un condensé de diverses analyses, des analyses techniques, pour essayer de se situer, pour essayer de s'orienter. Également, petite discussion, petite réflexion sur les dépenses budgétaires de l'État qui devraient être enregistrées sur la blockchain. En tout cas, moi, ça me paraît très bien. Je pense même au vote avec la blockchain. Du coup, je vais vous parler un petit peu de ça. C'est des réflexions, pas forcément en lien énormément avec l'actu, mais j'ai envie de vous partager ça, et puis je vous parlerai de quelques autres actus crypto. Voilà pour le programme de l'émission Crypto Actu en général. 1312% d'augmentation, c'est les meme coins, la capitalisation des meme coins. Les meme coins, c'est la trend crypto la plus rentable sur les 3 premiers mois de l'année 2024. Ce qu'on peut en déduire, c'est qu'à court terme, le marché n'en a rien à foutre du fondamental. Le marché semble irrationnel, parce que les meme coins, il n'y a rien dessus, il n'y a rien de solide. Par contre, je pense qu'à long terme, c'est quand même le fondamental qui compte quand on fait des investissements. Mais là, à court terme, on voit bien que c'est un peu n'importe quoi. Et donc, j'ai eu cette réflexion, en me demandant si les gens dans la crypto, est-ce qu'ils sont plus dégènes que la moyenne des êtres humains? Ce côté dégène, les meme coins, les shitcoins et tout, certains s'en plaignent, parce que ça renverrait une mauvaise image de la crypto au grand public. Il y en a qui pensent que les meme coins, ça empêche l'industrie crypto d'être prise au sérieux et c'est un frein à l'adoption de masse. Je suis quand même plutôt d'accord avec ça, ou en tout cas en partie. C'est vrai que ça fait pas forcément sérieux. Vu de l'extérieur, quand on voit un token avec une tête d'animal, peu importe l'animal, et des trucs comme ça qui ont des capitalisations de je sais pas combien de millions, voire en milliards, bah on se dit que c'est de la merde, que c'est juste spéculatif, que c'est n'importe quoi, que c'est du virtuel. Ça conforte plutôt les détracteurs. Donc je suis en partie d'accord avec ça. Ça peut nuire à l'image de la crypto, mais je pars du principe que chacun est libre et doit décider par lui-même. La somme des décisions individuelles, ça détermine l'ensemble et ça devient l'état de fait. En disant les choses plus simplement, les choses sont comme elles sont et il faut l'accepter. On n'a pas de pouvoir là-dessus, les gens font ce qu'ils veulent. Et puis par la suite, j'ai commencé à m'interroger, ça c'est vraiment, j'ai écrit ce tweet de la façon dont les réflexions me sont venues. Je me suis demandé si cet esprit dégène, si c'était propre à la crypto ou si l'esprit dégène c'est une caractéristique humaine. Est-ce que c'est dans notre nature? Est-ce que les meme coins dans la crypto, finalement, c'est pas quelque chose de normal? Et pour répondre à cette question, rapidement, j'ai fait des recherches sur l'histoire des jeux d'argent. On peut voir ça sur l'image, je vais vous lire ça un petit peu, un petit passage. La source, elle est fiable, il s'agit de Joueurs Info Service. C'est un service national d'aide en matière de jeux et de dépendance, ça a été mis en place par un ministère, donc c'est quelque chose de sérieux, la source en principe, on peut pas trop la remettre en question. Et qu'est-ce qui est dit? Déjà, il est difficile de dater avec précision la provenance des premiers jeux d'argent et de hasard. On sait que c'est très ancien. D'abord utilisé comme divertissement, et ensuite ça a constitué des sources de revenus. D'après des fouilles archéologiques, les premiers jeux d'argent et de hasard auraient pris la forme d'osselets, ancêtres des dés. C'était apparenté à des pratiques d'interrogation des oracles, et ça pouvait être considéré comme quelque chose de tabou. C'était fabriqué en ivoire ou en bois, et c'était très prisé pendant l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge. Les Grecs et les Romains étaient réputés pour aimer les jeux, alors que pourtant, c'était interdit par la loi romaine. Ce qui était permis, c'était seulement les jeux sportifs, mais pas les jeux d'argent. Et on apprend, en plus, les cartes à jouer, qu'on utilise au poker, ou pour faire des batailles, ou pour jouer au président, c'est apparu en France au Moyen-Âge. Donc voilà, ça c'est juste pour l'anecdote. Mais donc comprenez que les jeux d'argent, c'est très ancien. Ça date d'il y a très longtemps. Et malgré les interdictions, bah les gens jouent quand même à ces jeux d'argent. Alors, quand on y réfléchit, depuis que l'argent existe, les humains jouent à des jeux d'argent. Avant même que l'argent existe, les humains jouaient à des jeux d'argent. En fait, les humains, ils aiment jouer. J'en arrive à la conclusion que c'est pas une caractéristique du secteur crypto. Les crypto-bros ne sont pas plus dégènes que le reste de l'humanité. Alors, est-ce que c'est rassurant ou pas? C'est sûrement rassurant pour le secteur crypto. C'est pas forcément rassurant pour l'humanité. L'humanité a dans sa nature une part irrationnelle et un esprit joueur. Peut-être qu'on est un peu, vous savez, comme les chats, quand on leur donne un bout de carton, ils kiffent se mettre dessus, ou alors quand vous jouez avec
un laser, ils peuvent pas s'empêcher de sauter dessus, sauter sur la petite lumière, ou voilà, ce genre de choses. Peut-être que les jeux d'argent, c'est dans la nature humaine. Après tout, les meme coins, ça deviendra peut-être le futur des casinos, les casinos du futur à la sauce Ready Player One, dans un monde 3.0, dans un métaverse. Mettre de l'argent sur un meme coin, ce sera un peu comme gratter un ticket à gratter, un jeu d'argent, ou faire un loto. Voilà, c'est peut-être le futur du casino. Maintenant, je vais aborder des choses plus sérieuses. On va regarder diverses analyses techniques, et on va essayer de se situer dans le cycle, essayer de dégager quelque chose qui serait pertinent. Je vous dis qu'on essaye, parce que c'est pas simple du tout. Là, c'est un tweet de CryptoCoin. Il nous présente son graphe, et finalement, on s'en fiche un peu du nom des indicateurs, etc. Personnellement, moi, je m'en fous. Mais ce qu'il réalise, c'est qu'avec ces indicateurs-là, lorsque la courbe jaune atteint la barre rosée, on va appeler ça comme ça, hein, je fais les trucs à ma sauce, généralement, ça marque un top de cycle. Et là, récemment, on est rentré dans cette zone. Alors, est-ce qu'on a marqué un top de cycle? Est-ce que le bull run est terminé? Pas forcément. Là, on remarque, par exemple, ici, il y avait eu un top de cycle, mais le bull run n'était pas fini. Par contre, derrière, il y avait quand même une correction. Mais tout de même, hein, la plupart du temps, quand c'est rentré dans cette zone, c'était un top de cycle. Donc ça peut être inquiétant. Malgré ça, CryptoCoin continue de penser que ce cycle a encore beaucoup de marge de manœuvre, même s'il faut rester prudent. Une autre analyse, cette fois-ci de Tagado, il nous dit que le Bitcoin a clôturé sa 7e bougie verte consécutive, et surtout au-dessus de son triangle de consolidation mensuelle, et à chaque fois que c'est arrivé, le prix du BTC n'est plus jamais retombé sous le triangle que l'on voit ici. Ça a continué d'exploser à la hausse pour aller chercher de nouveaux sommets. Donc ça va à l'encontre de l'analyse précédente. Ou alors c'est peut-être parce que là on est sur un top de cycle, correction ou pause, et que c'est pas fini. Et je vous dis, voilà, c'est dur d'y voir clair, on a des choses qui sont contradictoires. On a aussi des experts, certains analystes. Là il s'agit de Canaccord Genuity. C'est un groupe canadien qui exerce des activités dans 2 secteurs principaux, segments du secteur des valeurs mobilières, la gestion de patrimoine et les marchés des capitaux. Et eux, ils pensent que les vents sont favorables. Ils pensent que le halving combiné aux ETF, ça va pousser le prix du Bitcoin et ça va continuer d'aller à la hausse et de monter, d'après leurs études, d'après leur évaluation. Nous attendons à ce que les ETF au comptant aient de plus en plus d'incidence sur le prix de Bitcoin. Bien que les perspectives macroéconomiques et le calendrier des réductions potentielles des taux de la Fed, mais aussi la BCE, etc. partout dans le monde, bien que ces réductions de taux restent à ce stade encore incertaines, la prochaine réduction de moitié, le halving, pourrait renforcer les vents favorables de l'ETF Bitcoin. Alors eux, ils disent ça aussi peut-être parce qu'ils ont un intérêt. Ils ont des fonds de gestion de patrimoine, ils ont plutôt intérêt à faire passer le message à leurs clients que ça va continuer de monter pour que leurs clients soient intéressés pour avoir du Bitcoin dans leur portefeuille. C'est le même son de cloche ici du côté du directeur général de Morgan Creek qui pense que suite à ce halving, Bitcoin va prendre la direction des 150 000 $. Il est donc optimiste, mais c'est la même logique. Finalement, Morgan Creek Capital Management, ils ont des clients, ils ont intérêt à inciter leurs clients à mettre du Bitcoin dans leur portefeuille, donc voilà, ils ont intérêt à dire que c'est bullish. Mais finalement, si eux ils disent que c'est bullish, les clients vont être intéressés, et donc ça peut faire monter le prix du Bitcoin encore plus, d'une façon un peu auto-réalisatrice. Donc il est dur d'y voir clair. On essaye toujours de continuer d'y voir clair. Un autre tweet de CryptoCoin, il nous dit que si la montée elle est parabolique, eh bien effectivement ça peut se casser la gueule à tout moment. Donc le bull run pourrait prendre fin. Mais actuellement, peut-être qu'on a atteint justement une sorte de top, peut-être qu'on est en pause, peut-être que ça stagne, peut-être que ça latéralise. Ça, ce serait plutôt bon. Mais si on est du coup quand même dans une sorte de correction, il pense que le prix du BTC pourrait tomber jusqu'à 53 000 $, d'après ses indicateurs. Personnellement, je suis pas sûr. Je me dis éventuellement ça pourrait tomber jusqu'à 60 000 $. Ça, c'est une sorte d'intuition personnelle. Ça a pas forcément de valeur, mais peut-être que même pas en fait, parce qu'on voit, et même au moment même où je suis en train de parler sur Twitch, j'ai vu une notification. Aujourd'hui, le prix du BTC fait plus 5%. Ça se remet à remonter. Ça remonte, ça redescend. J'ai l'impression qu'on latéralise finalement pendant plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois, je ne sais pas. Et ça, ce serait même propice au développement d'une alt season. Donc là, on est à un moment charnière, comme il dit. Si on part trop vite en parabolique, on risque un bull run express dont je vous avais parlé il y a pas longtemps et ce serait fini. Ça serait dur. Si on corrige ou si on latéralise, ça nous laisse du temps devant nous pour avoir une prolongation du bull run. Donc le but là, c'est d'essayer de savoir combien de temps il nous reste à peu près et de se situer dans ce cycle. Il y a une analyse de Crypto Sapiens. Lui là, ce qu'il analyse, c'est des données on-chain et combien de temps les holders de BTC gardent leur Bitcoin. Actuellement, les investisseurs long terme sur le BTC détiennent 15% de la supply. Et de la même façon qu'en 2017 et 2021,
2021, quand les investisseurs long terme détiennent 15% de la supply, ça correspond exactement à la zone de prix de l'ATH du cycle précédent. C'est ce qu'on voit sur le graphique représenté par la pastille bleue. C'est là où on en est actuellement. On en est à 15% des BTC détenus par les holders long terme et on est au point du précédent ATH. Pareil ici, 15% des investisseurs long terme détenaient la supply de BTC et on en était au point du précédent ATH. Et là aussi, c'est pareil, voilà, sur les cycles précédents, à chaque fois, ça semble se répéter. Dans ces cas-là, regardez, si on est là, regardez la marge qu'on a devant nous pour le bull run. Mais si c'est un cycle plus comme le dernier, comme celui, le bull run de 2021, on aurait encore de la marge, mais une marge plus courte. Finalement, la question, c'est combien de temps il nous reste dans ce bull run. Mais a priori, il nous reste du temps. Si c'est comme en 2017, il nous resterait peut-être plus ou moins 9 mois. Si c'est comme en 2021, il nous resterait plus ou moins 5 mois. J'ai vu d'autres analyses qui utilisent d'autres indicateurs et qui corroborent cette analyse, cette réflexion, qui n'est pas forcément une vérité, mais qui pourrait être pertinente et s'avérer vraie, ça on le saura qu'au cours du temps. Là, c'est une analyse de TechDev. Lui, il analyse le MACD et il constate aussi qu'on est à un point où finalement, regardez, petit cercle vert, c'est un point qui correspond aussi aux ATH des précédents cycles. Et là, on est en train de tourner bullish. Encore une fois, à l'intersection de l'ATH précédent et du 2 x 350 DMA avec 2M MACD dans le vert. Bon, vous voyez les indicateurs, je m'en contrefous. Mais c'est une autre analyse avec d'autres indicateurs qui dit à peu près la même chose. Là, c'est de l'analyse technique. Avant, c'était de l'analyse on-chain. Quand il y a des analyses qui se répètent comme ça avec des indicateurs différents, peut-être qu'il y a quelque chose de pertinent qui se dessine. Peut-être qu'on en est sur ce point-là et qu'on a encore, du coup, une certaine marge. Une autre analyse de TechDev, cette fois-ci sur la liquidité, qui va encore dans ce sens-là. Le cycle de liquidité est aligné sur chaque ATH, sur chaque point de sommet et de décollage. En gros, voilà, représentons-nous ça avec les petites pastilles, c'est beaucoup plus simple et intuitif, même pour des enfants. Là, on est sur une pastille, on a dépassé depuis pas si longtemps cette petite pastille de quelle couleur exact, je sais pas bien, on s'en fout. On serait sur ce point-là par rapport au cycle précédent. Regardez, ça correspond aussi plus ou moins au niveau des ATH précédents et regardez du coup la marge qui s'ensuit. Hein. Ça dépend si on est sur un cycle comme en 2017 ou comme en 2021. Mais voilà, c'est diverses analyses, divers indicateurs qui semblent nous dire qu'on a encore de la marge et que le bull run va se poursuivre. Ici, une autre analyse on-chain de Glassnode pour situer et comparer les précédents cycles. Là, on est sur la courbe noire. Ça peut être un peu difficile à voir parce que tout se mélange. Et pour l'instant, le cycle suit son cours. Il nous resterait effectivement de la marge et donc plus ou moins de marge. Le cycle de 2021, voici ce qui nous resterait. Le cycle de 2017, eh ben voilà ce qu'on aurait encore devant nous. Perso, je préférais ce cycle de 2017, mais mon intuition et la collecte que je fais de toutes les datas depuis des semaines et des mois m'indique plutôt que pour rester raisonnable, on aurait peut-être encore plus ou moins du 6-8 mois de bull run encore peut-être devant nous. J'espérerais plus, mais je suis pas sûr. Évidemment, je ne sais pas. Je change de sujet. Parlons des impôts. Alors c'est pas forcément de l'actualité crypto, mais ça fait l'actualité ces derniers temps. On nous parle beaucoup, en tout cas au niveau du gouvernement français. Je sais pas si vous êtes belge, si vous êtes suisse, si vous êtes québécois. Je sais pas ce qu'il en est de votre côté, mais de notre côté, on nous parle de hausse d'impôts. Forcément, ça fait pas plaisir aux contribuables. Et donc j'ai fait ce tweet. Je pense que ce serait bien si les dépenses budgétaires de l'État étaient inscrites sur la blockchain, si les Français, là en l'occurrence, mais c'est vrai pour tous les peuples de la Terre, si les gens pouvaient en temps réel savoir comment utiliser l'argent de leurs impôts, donc leur argent, ce serait sûrement une bonne idée. Moi je pense que la population serait d'accord avec ça. Le souci c'est que les gens ils savent pas, ils ont entendu le nom blockchain, mais grosso modo la plupart des gens ne savent pas ce qu'est la blockchain et ne savent pas ce que ça pourrait leur apporter. Peut-être essayez de passer le mot, dites ça autour de vous. Et ça c'est valable aussi pour les votes. Lors d'un vote, il y aurait même plus de suspicion de fraude, on verrait en temps réel. Ce serait transparent sur une blockchain publique et si quelqu'un tenterait de tricher, on le verrait aussi sur la blockchain. Ce serait infalsifiable. On a besoin de ce genre de choses. Autre réflexion aussi à ce propos, quelque chose que je me dis, c'est que contrairement au gouvernement, alors eux, ils n'ont pas forcément d'intérêt à utiliser la blockchain, vous comprenez pourquoi la transparence, ça ne serait pas forcément à leur faveur. Mais les entreprises, elles vont se montrer très intéressées par la blockchain, par cette transparence, que ce soit sur une supply chain pour les fournisseurs, ou que ce soit pour le grand public, pour par exemple démontrer que les produits proviennent bien tous de France, pour la traçabilité des produits, pour montrer que par exemple ils ont un faible impact en émissions de CO2 ou ce genre de choses, les entreprises vont être intéressées par le fait de tracer leurs actions, leurs transactions, leurs mouvements, pour avoir une sorte de preuve de leur bonne foi, pour avoir la confiance des consommateurs. Donc les entreprises vont aller vers ces solutions blockchain
blockchain, on va atteindre un stade où ça va devenir très bizarre si donc les consommateurs, les gens, la population, voient que les entreprises ont cette transparence. On va voir qu'on aura cette transparence en temps réel, mais toujours rien du côté des États et des gouvernements. Ça va commencer à être bizarre et les gens vont réclamer cette transparence au fur et à mesure que la technologie blockchain va être adoptée. Je pense que pour l'adoption de masse, ça passera d'abord par les entreprises et indirectement, les consommateurs rentreront comme ça dans le Web3. Voilà, c'est une réflexion, c'est un peu ma vision de ce qui se passera à l'avenir. Si ça se passe comme ça, les gouvernements vont se retrouver dans la merde. Je pense qu'il y aura probablement sur les à peu près 200 gouvernements, 200 États dans le monde, il y en aura qui feront preuve de cette transparence, qui vont utiliser la blockchain, et ça montrera encore plus le manque de bonne foi et de transparence des autres gouvernements. Ça va vraiment être très bizarre si on arrive dans ces situations-là. Les gouvernements finalement qui feront pas preuve de transparence, ce sera des gouvernements peut-être qui feront preuve de corruption ou de falsification. Vous voyez ce qui risque de se créer dans l'esprit des gens. Et ce manque de confiance avec les États et les gouvernements, je pense que c'est un peu comme un élastique qu'on est en train de tendre, mais au bout d'un moment, et quand cette technologie blockchain va être adoptée, de plus en plus de transparence partout, l'élastique il risque de se péter. Bon voilà, ça c'est mes interprétations très personnelles. Voilà, hein, ces réflexions, vous n'êtes pas obligé de les partager. Je vous parle un peu rapidement là des ETF Ethereum. De plus en plus, on est en train de nous dire que ça sent le roussi et qu'il n'y aura pas d'approbation au mois de mai. D'après des experts, cette fois-ci, là, on nous parle de 20% de chance seulement d'approbation par la SEC. C'est des analystes de GSR. Et également, il y a eu un vote sur une plateforme que je ne connais pas, hein, d'ailleurs, Polymarket. Il y a des crypto-parieurs dessus. Et du coup, ces crypto-parieurs sont plutôt pessimistes. Ils ont évalué les chances d'approbation de l'ETF Ethereum à 19%. Donc c'est assez cohérent avec ce que disent les experts, ici, qui parlent de 20%. Une chance sur 5, donc. Bon, je ne sais pas, hein. Je ne sais pas, on verra bien. Mais en tout cas, les chances semblent s'amenuiser de plus en plus. Et de toute façon, le résultat sera connu assez vite. Maintenant, je vous parle du gouvernement chinois qui crée une blockchain publique. Alors bon, ils interdisent quelque part les exchanges, les crypto-monnaies, tout ça. Mais en même temps, la blockchain, ils sont pas contre. Je vous ai déjà fait des vidéos sur la Chine, notamment la Chine et le métaverse. Le double jeu aussi de la Chine sur la question des cryptos et de la blockchain. Bon bah c'est intéressant de voir que en fait, vous voyez, une preuve de plus hein, qu'on va vers une adoption. Si même la Chine adopte la blockchain, et pourtant la transparence c'est pas forcément leur truc, il faudra voir eux ce qu'ils vont en faire, hein. Pour l'instant on sait pas trop, mais bon ça va quand même dans le sens d'une adoption mondiale de la blockchain, et ça devrait être un projet qui vise à soutenir la coopération transfrontalière, donc concernant l'économie, le commerce, la culture, peut-être avec des pays partenaires, les BRICS je pense, en premier lieu. Sinon, des news au niveau de l'inflation, ça se passe pas trop mal, même si c'est pas non plus la panacée. Good Value là nous en parle, globalement c'est plutôt une bonne surprise, globalement c'est plus ou moins les résultats attendus pour le mois de mars sur l'inflation, voire un peu mieux que ce qui était attendu, donc il y a un ralentissement de la hausse des prix. Néanmoins, il y a toujours de l'inflation qui est trop importante par rapport aux objectifs de la Fed, les objectifs de 2%, vu qu'on se trouve à 2,4%. Alors on pourrait envisager donc une baisse des taux, c'est encourageant dans ce sens, mais ça montre aussi que c'est assez difficile de faire baisser cette inflation. On verra. Est-ce qu'il y aura une baisse des taux? A priori oui, il devrait y en avoir 3 cette année de la part de la Fed. Il y a aussi du côté de la zone économique européenne, la zone euro, une inflation à 2,4%. D'ailleurs je me suis peut-être trompé, oui, du côté des États-Unis c'est 2,8%. J'ai fait une confusion, c'est 2,8% l'inflation au mois de mars, 2,4% du côté de l'UE contre 2,5% attendu. Donc on se retrouverait dans un environnement plutôt favorable pour une première baisse de taux de la BCE. Ce serait favorable, je vous le répète, hein, pour les marchés à risque et donc la crypto, pour un apport de liquidité. Je vais terminer par vous parler rapidement de Rain. Il y a des questions qui m'ont été posées, j'ai fait une vidéo pour présenter l'application Rain sur ma chaîne YouTube là récemment. Il y a des questions qui m'ont été posées sur la fiscalité, du coup je vais vous répondre notamment avec un extrait, une AMA qui a été faite avec Monsieur TK et un cofondateur de Rain. Donc je vous passe l'extrait et je vous résume ce qu'il a dit, ce que ça signifie très brièvement. En gros, en payant avec la carte, d'ailleurs j'ai la carte Visa de Rain, en payant avec cette carte en crypto, vous ne payez pas la taxe, la flat tax de 30%. Je vais vous laisser écouter le mécanisme et je vous le resimplifierai de manière très résumée après. Et donc nous, pour éviter que les gens finalement aient toujours des euros dans leur compte euro pour payer, on a fait quelque chose de différent. On a plutôt considéré le fait que si les personnes ont du Bitcoin, et ben finalement on peut leur faire un crédit des euros qu'ils ont besoin pour pouvoir payer le marchand.
Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on génère une ligne de crédit en euros par, donc qui est l'euro stablecoin qu'on utilise d'ailleurs dans la mécanique de stacking pour nos coffres flex. Et donc, on prête une quantité de parts à l'utilisateur. Donc, en général, c'est 80% maximum de ce qu'il a en collatéral dans son wallet, par exemple Bitcoin. Donc, on pourrait imaginer qu'il pourrait utiliser jusqu'à 8 000 € de paiement pour un paiement en carte bleue. Donc, on génère une ligne de crédit en stablecoin par, donc on va dire 8 000 parts. Ces 8 000 parts sont converties directement en euros, 1 pour 1 en OTC chez nous, donc ça passe pas par le marché, donc c'est sans frais. Et donc, du coup, on préalimente le compte euro de 8 000 €, ce qui permet de pouvoir faire le paiement. Donc, quand on utilise payer en crypto, en général, on a un timer qui s'affiche dans l'application. On a 15 minutes justement pour utiliser la ligne de crédit qu'on a émis en part. Donc, finalement, qu'on va convertir en euros au moment où on connaît le montant qu'il faut débiter chez le marchand. Et ensuite, ce qui a été débité, on les retranscrit en part. Et la ligne de crédit en part qui a été utilisée, elle est soldée ensuite en Bitcoin. Donc, au final, ce qui se passe, c'est qu'on a payé en euros, mais finalement, le compte Bitcoin, le wallet Bitcoin, a été débité en part. Donc, finalement, là, on a une transaction crypto-crypto dans l'application pour l'utilisateur et on a une transaction euro chez le marchand. Voilà. Pour réexpliquer de manière plus brève et peut-être plus simple, si vous voulez payer en crypto avec Rain, par exemple en BTC, ce qui va se passer, normalement ce qui se passe, c'est que vous achetez le bien, il y a une conversion crypto à euro, puisque le bien, le produit chez le commerçant, il est vendu en euros, et donc normalement il y a la flat tax de 30%. Et bien là ce qui se passe, c'est que vous allez payer en Bitcoin, vous allez acheter le stablecoin par, et donc c'est une conversion crypto à crypto, et c'est Rain qui vous fait un crédit en euros. Le commerçant il est payé en euros, vous payez donc en euros, et donc il n'y a pas la taxe de 30%. Voilà pour répondre à ceux qui m'ont posé la question sur la fiscalité. Voilà, si vous souhaitez vous renseigner plus sur l'application Rain, vous pourrez retrouver ma vidéo, je présente l'application sur ma chaîne YouTube. Et puis si vous voulez tester l'application, en description de la vidéo aussi là sur YouTube, vous aurez un lien avec mon référal, et je vous rappelle, vous pouvez avoir jusqu'à 200 €, entre 10 et 200 € en ouvrant votre compte et en faisant votre premier achat avec la carte Rain. C'est la fin de cette émission, j'espère que vous avez apprécié, et je vous invite à liker si vous êtes sur YouTube, à vous abonner, à activer les notifications, à partager, voilà. Je vous remercie toujours aussi d'être là, hein, de me soutenir avec vos likes, avec vos commentaires, en donnant de la force, parce que c'est vous qui me donnez de la visibilité. Donc je vous remercie, sincèrement. Et je remercie aussi tous ceux, j'en parle pas spécialement, j'en fais pas des tweets, j'en fais pas des posts, mais il y a des personnes de temps en temps aussi qui me remercient, qui m'apportent leur soutien en message privé. Je vous dis merci. Voilà, merci à tous. Je vais vous dire du coup au revoir sur ces belles paroles. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis salut à tous, à la prochaine.